Merci d'avoir été super réactif parce qu'on pense bien que vous avez d'autres choses à faire aussi cet après-midi pour la venue de notre président de la République donc à Dijon. Vous savez bien évidemment qu'à l'occasion de la venue du président de la République, les organisations syndicales ici présentes, comme elles l'ont réaffirmé le 15 septembre, ne lâchent pas l'affaire et sont toujours motivées et déterminées à ce que la loi travail ne soit pas appliquée. Vous savez qu'il y a déjà plusieurs mesures qui sont en route avec les organisations syndicales, ne serait-ce que sur l'illégitimité de cette loi au regard des lois internationales de l'OIT et de l'ONU. Donc ce travail continue. Nous avions réaffirmé le 15 septembre sous d'autres formes et que la bataille continuera. Elle continue dans les boîtes. On voit déjà que l'IUMM est à la manœuvre puisqu'elle veut imposer dans certaines branches l'annualisation du temps de travail sur 3 ans. Les décrets ne sont encore pas sortis. Et on voit déjà que dans de nombreuses entreprises, les directions tentent ou dénoncent les accords temps de travail. Nous en avons un exemple assez précis sur les copines des sacs à main, qui fabriquent les sacs à main pour Hermès. Et donc, de suite, là, on voit que le patronat est à la manœuvre pour, justement, même avant la sortie des décrets, déroger au temps de travail, bien évidemment pas pour être offensif, pour que les salariés se sentent mieux dans leur entreprise, mais bien évidemment pour mettre en application tout ce qu'il y a dans la loi travail sur ce qui concerne le temps de travail, dérogation au temps de travail, remise en cause des 35 heures, travail, heures supplémentaires. Vous connaissez aussi bien la loi que moi. Donc bien évidemment, à l'occasion de l'arrivée du président de la République, il nous semblait que c'était assez opportun, et même, je dirais, plus qu'urgent, d'interpeller notre président, que l'on n'a jamais vu, qui n'a pas rencontré les organisations syndicales. Alors, rappelons-le que pendant les 6 mois de lutte contre la loi travail, les organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, Fidèles, FO, avaient demandé une rencontre au président de la République qu'il n'a jamais accordée. Donc nous, on s'est dit, eh bien, c'est quand même le moment de réaffirmer au président de la République que la loi travail, la bataille sur la loi travail, est toujours d'actualité, par un rassemblement pour le Palais des Congrès que nous avions déclaré en préfecture, et bien évidemment par une demande de rencontre auprès du président de la République ou un de ses représentants. Chose qui, me somme toute, est relativement normale en démocratie et dans le cadre du dialogue social continuellement réaffirmé par le président de la République et son gouvernement. Mais bien évidemment, les choses ne se sont pas présentées de cette manière. À la suite d'aller-retour avec la préfecture, au bout du compte, le rassemblement au Palais des Congrès est interdit. Pire, il y a eu un genre de deal, parce que bien évidemment, en même temps, il ne s'agit pas, nous, de montrer le mécontentement, mais nous avions aussi des propositions, c'est pour ça que nous voulions rencontrer les présidents de la République. Pire, c'était de manière informelle, c'est bien évidemment pas écrit. Si vous voulez rencontrer le président de la République, il ne faut pas organiser de manifestation. C'est ici, au téléphone. Non, mais pas de manière écrite, mais évidemment. Donc c'est un deal. Si vous voulez le rencontrer, dialogue social, surtout pas de manifestation, pas de mouvement, pas de drapeau rouge, pas de drapeau vert, pas de drapeau tout court. On voit déjà que les négociations s'entamaient quand même relativement difficilement. Si on veut rencontrer un représentant de l'État, du coup, il ne faut pas de manifestation et que les salariés à côté ne puissent pas manifester leur mécontentement ou leur proposition. Et au bout du compte, bien évidemment, interdiction de la manifestation devant le Palais des Congrès. Pour tout vous dire, ils nous ont autorisé à faire un rassemblement place de la République. Bon, pourquoi pas au lac Kyr et au bord du canal de Bourgogne également. On aurait pu très bien, ou alors en rando à la vallée de Louche. Bien évidemment, chose que l'on a déclinée. Pour nous, la CGT, c'est vraiment une interdiction de manifestation. C'est une première en Côte d'Or. Sous couvert d'état d'urgence, c'est une première où on interdit une manifestation organisée par les organisations syndicales dans un contexte de lutte contre la loi travail et où les salariés vous laissent mobiliser avec les organisations syndicales, ne serait-ce que pour montrer au président de la République qu'ils sont mécontents, de la loi travail, qu'ils subissent, qu'ils commencent déjà à subir dans leur boîte,
et des conditions de travail et de rémunération qu'ils subissent dans l'entreprise, y compris dans la fonction publique. Donc c'est clair, pour le gouvernement, pas d'agitation entre guillemets, pas de mobilisation, surtout rien qui pourrait perturber l'avenue du président de la République. Pour nous, c'est un véritable déni de démocratie. En dealant, entre guillemets, permettez-moi l'expression, une rencontre sous couvert qu'il n'y ait pas de mobilisation, et 2, carrément, en interdisant une manifestation, alors que ici présents, les organisations syndicales, on est des organisations syndicales responsables, et on organise toutes nos manifestations. Et en plus, on l'avait fait de manière dans les normes, où on avait joué franc jeu avec les représentants de l'État. Donc voilà la situation, on est extrêmement en colère. C'est pour ça que très rapidement, et on vous en remercie, on a convoqué une conférence de presse, parce que le gouvernement, actuellement, eh bien, c'est toujours de la même manière. C'est comme il l'a fait, rappelez-vous, comme il l'a fait interdire la manifestation à Paris en juin. Plus de manifestations dans les rues. Il faut étouffer les velléités sociales, étouffer les velléités revendicatives des salariés, et je mettrai ça en parallèle là, pour nous avec les discriminations syndicales qu'il y a actuellement avec de nombreux syndicalistes qui sont poursuivis en justice lors des différentes manifestations qui ont lieu pendant le premier semestre. Pour un gouvernement qui se dit démocrate et qui, à toutes les sauces dans ses projets de loi ou dans ses lois, prône le dialogue social, je pense que je dirais que c'est vraiment une manière ici, locale, à Dijon, de montrer que le dialogue social, avec les organisations syndicales, avec les salariés, eh bien, ce n'est pas comme ça qu'ils l'envisagent. Alors, nous, on est en colère, c'est-à-dire on est vraiment en colère. Je pense que ça va motiver encore plus les salariés et nous, les organisations syndicales, à continuer la lutte contre cette loi de travail. Et surtout, si on avait demandé rendez-vous auprès du président de la République, c'est pour qu'enfin, il entende les propositions des organisations syndicales et des salariés, qu'ils soient du public ou du privé d'ailleurs. Alors il y avait sur la loi travail, mais pour la CGT, je me permettais aussi, il y a d'autres sujets que nous, CGT, on voulait aborder, celle de la zone touristique internationale, où les salariés du commerce vont se voir imposer un travail tous les dimanches et la nuit, et également, suite à l'annonce de Marisol Touraine, qui scande dans tous les médias que le trou de la Sécu est bouché, parallèlement on voit bien à quel prix, puisqu'on a appris il n'y a pas longtemps que les urgences de Montbard fermaient. Donc voilà, il y avait des sujets d'actualité locaux que nous, on voulait porter auprès du président de la République. Eh bien non, pas de manifestation, pas de dialogue, pas de rencontre, et surtout, on n'écoute pas les propositions des organisations syndicales. Voilà, pour la CGT, on reviendra après sur les propositions et je laisse la parole. Moi, pour Force ouvrière, ce qui m'a... Alors, je vous informe que nous avons bien sûr hier communiqué depuis le matin jusqu'à hier soir très tard. C'est un travail en commun qui a été effectué par les organisations syndicales. D'ailleurs, je remercie Alette qui a bien entendu encore hier soir communiquer sur le sujet. Nous, Force ouvrière, on est en colère aussi, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la colère, il y a aussi une inquiétude. Parce que moi, écoutez, je suis secrétaire du livre quand même depuis une paire d'années, je n'ai pas souvenir qu'à Dijon, en Côte d'Or en tout cas, il y ait eu une interdiction de manifestation ou d'un rassemblement syndical. Je n'ai pas en mémoire, j'ai interrogé mes camarades anciens, plus anciens, et ils n'ont pas dans leur mémoire qu'il y ait eu une interdiction, qu'il n'y ait pas eu une autorisation au moins une fois de manifester, même à la venue d'un président. Monsieur le Président, on voulait l'interpeller, comme on le fait habituellement, comme on aurait pu interpeller n'importe quel homme politique, mais bon, Monsieur le Président, c'est quand même le Président. On voulait l'interpeller. Ce rassemblement était un rassemblement syndical. On nous a tout de suite mis en main un marché, un chantage, c'était poire au fromage, c'était pas l'un l'autre. C'était soit on faisait le rassemblement, il n'y aurait pas l'audience, et si on souhaitait avoir l'audience, on ne pouvait pas faire le rassemblement. Donc, moi, c'est vrai que j'ai informé les camarades à chaque moment de la négociation.
il était hors de question d'un chantage quel qu'il soit pour obtenir une audience. C'est dommage parce que cette audience, on aurait pu valablement s'exprimer et faire rendre au président. J'espère qu'il sera informé de ce qui se passe et on compte bien sur vous, que vous nous fassiez passer le message. Et d'abord, merci beaucoup d'être venu. Je sais que vous avez aussi des impératifs, mais c'est vrai que merci d'être plus. Ça nous a quand même interpellés. Moi, ça m'a interpellé et j'espère que ce ne sera pas le début d'une longue série d'interdictions ou au moins de non-autorisation. Parce que là, moi, ce que je vais proposer à mes camarades, c'est que très vite, on rencontre le préfet. Parce qu'il va falloir qu'on demande quand même des explications. Certes, c'est le président de la République, certes, il faut assurer la sécurité, je comprends la sécurité du président dans un état d'urgence, mais à Dijon, il me semble, et j'ai proposé encore hier à la préfecture de déplacer le rassemblement, de dire, bon, voilà, si ça gêne effectivement d'être devant le palais des congrès, on peut se déplacer pour qu'on puisse voir qu'il y a effectivement un rassemblement. Même ça n'a pas été accepté. On nous a dit, on vous autorise, place de la République. Alors, place de la République, vous voyez bien quand même. On est tout à fait de l'autre côté. Le président ce matin est devant l'ONG. Alors l'ONG, j'ai dit, à la préfecture, je dis, vous voyez, on avait réfléchi à faire quelque chose devant l'ONG, on ne l'a pas fait parce que c'était très difficilement sécurisable. On a préféré aller devant le palais des congrès. Le palais des congrès, je dis, c'est très facile de mettre des barrières. Vous faites comme d'habitude, vous faites un cordon, je ne sais pas, ouais, mais enfin bon, voilà, c'est sécurisable. Ah non, on ne veut pas sécuriser ce périmètre-là à cet endroit. Donc, place de la République, ce sera autorisé, sinon ce n'est pas autorisé. On a vraiment eu une fin de rencontre. Alors, je vais proposer à mes camarades, effectivement, qu'on ait très vite une rencontre avec le préfet, parce que je ne souhaite pas que cette façon de faire se répète, parce que nous allons avoir à faire d'autres rassemblements et manifestations, parce que nous ne laisserons pas tomber le combat sur l'abrogation de la loi de travail, puisque c'est un combat que nous continuons, en tout cas pour les faux, et je pense que les autres camarades des autres syndicats, c'est la même chose. Ce combat-là n'est pas terminé. Jean-Claude Bailly a dit que ce serait le sparadrap ou le chewing-gum qui collera la chaussure de François Hollande. C'est une image qui me va bien. Pour Solidaire, il est évident qu'on est dans une application totalement dévoyée de l'état d'urgence, mais assez peu surprenante au final, puisque de fait, la loi de prolongation du 21 juillet dernier de cet état d'urgence mentionnait le fait qu'il pouvait y avoir une interdiction de manifestation si les conditions de sécurité, entre guillemets, n'étaient pas assurées, ne pouvaient pas être assurées par les autorités, notamment par la préfecture. Donc on voyait bien au travers de cette dimension-là la volonté clairement affirmée par le pouvoir politique de faire taire en tout cas, de gommer de l'espace public, enfin en tout cas de tenter de gommer de l'espace public, donc toutes les manifestations qui pouvaient être gênantes, on va dire, pour le pouvoir en place. Et là, très clairement, on en a une application manifeste donc aujourd'hui, où, comme l'a dit le collègue de la CGT, effectivement, il s'agit absolument de gommer, de faire croire finalement à une espèce de village Potemkin, donc croire que François Hollande a apaisé le pays au travers d'un village, on va dire, complètement gommé de toute aspérité. On est dans une vision qui dépasse désormais le cadre strictement républicain. On est vraiment face à un monarque républicain. Et ça, c'est absolument inadmissible, parce que c'est vrai que nous renvoyer, comme l'a dit le collègue de FO, nous renvoyer donc à 500 mètres, puisqu'en gros c'est à peu près ça, donc loin de la vision, donc de la vue, hors de vue du président de la République, mais également, évidemment, sans doute, donc de l'ensemble des médias qui pourraient être présents à l'occasion de sa venue, c'était bien se fiche de nous de manière très importante. De toute façon, cet état d'urgence dévoile véritablement son but, à savoir faire taire toutes les mobilisations sociales, alors que nous sommes
la loi donc contre la loi El Khomri, dont la lutte évidemment n'est absolument pas terminée, et qui pouvait être l'expression justement d'exposer directement nos revendications donc, auprès du président de la République et nos propositions. Or, comme vous le savez, depuis le début de ce conflit, le pouvoir est dans une surdité totale par rapport donc, aux propositions donc, de l'intersyndicale opposée à la loi El Khomri, ce qui est une vision quand même très particulière du dialogue social, tel en tout cas qu'il le promeuve, et on est loin des actes auparavant. Donc de fait, c'est vrai qu'en plus, il y a ces mobilisations ont donné lieu à des répressions très importantes donc, de la part des forces de l'ordre, et de fait, nous avons également quelques camarades de nos rangs qui sont convoqués devant les instances judiciaires pour répondre d'actes absolument, de motifs totalement farfelus, qui n'ont absolument rien à voir avec une activité un tant soit peu compliquée ou délictuelle donc, par rapport à l'espace public, mais qui entre dans une phase de répression importante de la mobilisation sociale et des organisations syndicales. Donc voilà, c'est pas très... Malheureusement, on sentait bien que ce type de choses allait arriver. On en veut pour preuve, par exemple, qu'il y a une semaine, ou je ne sais plus, enfin en tout cas, à l'occasion de la venue d'une ministre, de la ministre de la fonction publique, où nous avions également l'intention, nous-mêmes solidaires, d'exposer nos revendications en matière de service public et contre la déliquescence, malheureusement, que l'on peut constater, malgré effectivement les bonnes paroles rassurantes de Marisol Touraine par rapport aux troubles de la sécurité sociale, où nous étions quelques-uns et on a eu en face de nous un déploiement policier, mais hors de propos, entre la BAC, les CRS, on a eu donc également la police municipale, les vigiles, enfin quelque chose d'absolument hallucinant ou totalement hors de propos par rapport à nos motivations qui étaient évidemment, comme toujours, très pacifiques, puisque nous situons, nous, dans le cadre d'une démocratie sociale, ce que semble avoir oublié le pouvoir actuellement en place et qui est porteuse de dangers particulièrement importants pour la démocratie, alors que s'engage une campagne électorale où on sent bien que tous les excès vont être malheureusement à l'ordre du jour. C'est compliqué de conclure tout ce qui a été dit. Donc à l'émission, on partage effectivement ce constat de démocratie. On peut juste être soulagé quand on n'a pas été assigné à résidence, c'est-à-dire la prochaine étape qui va arriver, comme ça a été le cas au début de l'état d'urgence où quelques syndicalistes ont été assignés à résidence pour ne pas participer à une manifestation. On partage bien évidemment et continue à lutter contre la loi travail, même si, a priori, le premier constat qui se fait, c'est que la fonction publique est entre guillemets préservée. Mais le constat qu'on fait, c'est que ce n'est que dans un premier temps, que ce qui se fait dans le cadre du Code du travail se déroulera dans le Code de la fonction publique. Je peux vous en parler parce que moi, étant syndicaliste d'un syndicat qui est à la fois public et privé, parce que je suis au Pôle emploi, on a de grosses inquiétudes sur justement les dispositions de cette loi de travail qui vont nous impacter forcément sur nos conditions de travail, les RTT, etc. Donc, voilà. Position, on s'est évidemment concerté et on ne maintient pas le rassemblement. Parce que notre objectif n'est pas de se confronter aux forces de l'ordre. Mais on sait très bien que si on le maintient avec une interdiction, les camarades, les salariés qui veulent aller manifester, ils risquent d'être là pour le coup mis en danger. C'est pas de gaieté de cœur, pour nous la CGT, de ne pas maintenir le rassemblement, c'est pas de gaieté de cœur, c'est surtout pour protéger les salariés et nos syndicats. C'est pour ça que, comme le disait Édouard
l'EFO, une rencontre très rapide avec la préfète s'impose. À un moment donné, c'est une première à Dijon. Que va-t-il se passer si l'état d'urgence se maintient sur les prochaines manifestations que l'on voudra organiser? Est-ce qu'on devra se cantonner à un endroit, à la République, ou à un endroit selon... imaginez, en gros, les organisations syndicales qui ne peuvent plus à un moment donné décider de la manière dont elles vont pouvoir ou manifester, ou organiser des rassemblements, ou se mettre devant une boîte, ou être devant la préfecture, parce qu'il faut savoir que maintenant, manifester devant la préfecture pour les organisations syndicales, c'est extrêmement compliqué, on nous refuse, donc c'est pas une première. Et jusqu'à présent, on a toujours été très, je dirais, compréhensif, et là, là vraiment, on montre bien que plus les organisations syndicales, je dirais, essaient d'organiser des manifestations au mieux dans le cadre de la protection des salariés et pour se faire entendre, eh bien, plus les représentants de l'État, et là, c'en est une preuve aujourd'hui, ferment la porte. Donc, la décision de la CGT de ne pas maintenir le rassemblement pour nous fait mal au cœur, on vous le dit, mais c'est vraiment dans un souci de sécurité de nos camarades. On n'a pas envie qu'ils se prennent des coups de matraque ou des coups de lacrymo ou qu'ils se retrouvent en garde à vue. C'est pas notre but. Nous, notre but, c'était vraiment, de montrer le mécontentement au président de la République. Vous venez à Dijon, mais ne croyez pas que ça se passe bien à Dijon. Il y a des boîtes qui ferment, il y a des salariés qui souffrent au travail, les salaires stagnent, il y a des boîtes où ça y est, on remet en cause les 35 heures, des collectivités, parce qu'on parle de la fonction publique, des collectivités locales, ça y est, où les maires dénoncent les 35 heures, veulent supprimer les RTT. Donc là, ça se passe réellement, il y a la souffrance au travail. Les retraités, eux, leur pension stagne, les salaires stagnent. On voit bien que vous avez vu qu'il y a eu une étude de l'OFCE qui, il y a un mois ou deux, démontre que le pouvoir d'achat a baissé de 320 € par an depuis 2010. On peut dire que ça va bien, mais dans la poche des salariés, des habitants, ça va pas bien. Ils finissent pas leur fin de mois. Les embauches se font sous contrat précaire. Allez voir dans les entreprises Schneider, Gitect, c'est de l'intérim. Un quart des salariés, vous allez chez les Lox, de la Smurfit. Un tiers des salariés sont embauchés en intérim. Des fois, sur des contrats d'une semaine. C'est ça la réalité de l'emploi. Donc ça, nous, les salariés, ils étaient prêts à venir parce que non, ça se passe pas bien. Et on veut le montrer, on veut le faire savoir au président. Et nous, le rencontrer pour porter les revendications des salariés. Oui, ça va pas bien, mais on a des propositions. Vous n'avez pas voulu nous recevoir pendant la loi de travail, mais on a des propositions. On veut que vous nous entendiez. Le résultat des courses, pour le président de la République, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ville de Dijon est une ville calme où il ne se passe rien. Voilà ce qui se passe. Et quand on entend après le gouvernement qui nous parle de dialogue social dans les entreprises, avouez que la plus responsable des organisations syndicales, elle se met en colère. Parce qu'on est dans les boîtes, on voit ce qui se passe. Faites le bilan sur l'industrie. Fermeture de TRW, fermeture d'un site de Schneider. Les boîtes ferment les unes après les autres. Et quelle est la réponse du gouvernement? La loi travail, la réponse du gouvernement sur la zone de Dijon, zone touristique internationale, faire travailler les gens le dimanche. Par contre, quid des propositions sur quelle industrie on met en place? Le site de TRW, quelle action est mise en place pour réindustrialiser le site? Il est toujours en friche. Le site de Schneider à Longwy, qu'est-ce qu'on va mettre comme industrie? Les emplois précaires, qu'est-ce qui est mis en place pour contraindre les directions d'entreprise, l'IUMM, le patronat d'embaucher à temps plein, pour contraindre le patronat de la grande distribution d'embaucher les gens à temps complet et pas contraindre les filles du commerce à des contrats à 20 heures, payer 700 €. Qu'est-ce qu'il met en place pour ça? Ça, on voulait lui en parler avec les salariés. Ça, c'est du concret, ça, c'est du réel. Ça, c'est ce que vivent les salariés. Est-ce que la loi travail va l'arranger? Non. On voit bien déjà des gens dans les boîtes, le patronat est à la manœuvre pour de nouveau faire travailler les gens plus longtemps sans les payer plus. Voilà ce qui se passe. Et surtout sans créer d'emploi. Et sans créer d'emploi. On a en plus, c'est pas la CGT qui l'invente,
France Stratégie vient de sortir en septembre l'analyse du CICE, du dispositif du CICE. Résultat des courses, par un emploi créé. France Stratégie est en train de nous dire qu'ils ne peuvent démontrer que le CICE a créé des emplois. Par contre, ce qu'ils peuvent démontrer, c'est que ça a augmenté les marges des entreprises. Voilà. Et qu'est-ce que répond le gouvernement? À France Stratégie, pas à la CGT. Eh bien, on continue. Et pire, le CICE, on pouvait au moins avoir les chiffres dans les entreprises, et pour que les salariés demandent aux directions d'entreprise de leur donner les chiffres, et pour savoir où est passé cet argent, et bien pire, le gouvernement dit on continue, et en plus ce CICE se transformera en exonération de cotisation sociale, donc chose que l'on ne pourra plus vérifier. Vous le savez, en Bourgogne, on a les chiffres. 2015, on les aura pour fin 2016. 2015, 1,2 milliard d'aides publiques aux entreprises pour les entreprises bourguignonnes, avec dedans CICE, pacte de responsabilité et exonération de cotisation. 1,2 milliard sur un an. Quel résultat en termes d'emploi? 6400 demandeurs d'emploi supplémentaires en 2015. Voilà le résultat concret. Et ça, nous, on voulait lui en parler. Par contre, 1,2 milliard, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est le budget de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. On a dilapidé l'équivalent du budget de la grande région Bourgogne-Franche-Comté en aide publique aux entreprises sans aucune conséquence ni sur l'emploi, ni sur l'investissement. Résultat, parce qu'on n'arrive même pas à réindustrialiser les entreprises qui ferment, ni en termes d'augmentation de salaire. Et bien ça, on voulait lui en parler au président de la République. Ça, c'est du concret. Eh bien, voilà, c'est-à-dire, on voulait agiter des drapeaux, lui montrer qu'on n'était pas content, mais on était là pour lui faire des propositions aussi. Faire venir des copains, des salariés de l'hôpital de Montbard, pour lui montrer ce qui se passe. La loi HPST, les GET dans le Nord-Côte-d'Or, les conséquences des fermetures d'hôpitaux dans le Nord-Côte-d'Or et de l'accès aux soins, ça on voulait lui en parler également, ça c'est du concret. Et le CICE et la zone touristique internationale et d'autres sujets. Lui faire rencontrer des salariés pour parler concret. Et quelle réponse il allait nous donner? Ben, vous voyez, vous voyez le résultat, pas de manifestation. Vous comprendrez bien que dans ces dispositions, les organisations syndicales aient décliné l'invitation à rencontrer le président de la République. On ne peut pas d'un côté interdire les manifestations et de l'autre côté aller taper du poing sur la table et discuter avec le président. C'est pas comme ça que ça se passe, le dialogue social. Et les rencontres avec les autorités de l'État. Il aurait pu aller à SNCF Dijon, par exemple. Voilà, j'avais dit le parti Prestige. 82 emplois ils sont supprimés au mois d'octobre. Alors, Sandrine a donné les chiffres de la Bourgogne, moi je lui ai donné les chiffres nationaux. Vous savez que c'est 100 milliards, plus de 100 milliards sur 3 ans. Alors, ce qui a été dit, c'est que ça a créé 103 000 emplois. Faites l'opération vous-même, vous verrez combien ça coûte un emploi avec 100 milliards d'exonération de charges. Et ça fait pas mal. Je veux bien gagner ça comme salaire. C'est à peu près 30 000 euros par emploi. Voilà. Donc, oui. À peu près 38 000 euros. Alors effectivement, là, on peut parler du coût du travail. Croyez-vous pas qu'avec cet argent public, votre argent, le nôtre, celui des salariés, on aurait peut-être... Sur le CICE, tu as bien fait d'en parler, puisque ils ont, tu sais, les deux fameuses études qu'ils ont fait, là, qu'ils nous avaient promis quand on avait fait le rapport, là, eh bien, ils ont dit qu'il n'y avait pas de création d'emploi. Et que les marges, on le savait, nous, hein, les marges ont été restaurées à la hauteur des marges de 2008. C'est-à-dire, souvenez-vous, la crise 2007-2008, des marges des entreprises, on a restauré les marges des entreprises au niveau de celles qui existaient en 2008. Donc, les entreprises se sont bien restaurées au niveau à ce niveau-là. Sur le dumping social engendré par la loi travail, même aujourd'hui, cette loi travail a été votée, c'était à coup de 49.3. Et puis, il va y avoir une conséquence, c'est ce dumping social qui va y avoir dans les entreprises, qui va en plus détruire l'emploi. On le sait, ça. C'est tellement vrai que les petites et moyennes entreprises ne sont pas du tout d'accord pour mettre en place la loi travail. Même le patronat aujourd'hui est en désaccord avec cette loi. Il n'y a pas que les syndicats de salariés. Il
certains syndicats patronaux sont en désaccord avec ça. Les contrats de travail, Sandrine l'a dit, je le redis aussi moi, parce que c'est une précarisation du contrat de travail, et demain, cette loi de travail va autoriser les gens qui vont travailler la journée. On va travailler la journée, plutôt. Puisque c'est ça, c'est vers ça, la libéralisation, l'ultralibéralisme conduit à ça. Nous, à Force ouvrière, on a dit depuis des années, c'est l'austérité qui est responsable de tout ça. Nous, on préconise plus le pouvoir d'achat par le salaire, l'augmentation de salaire. L'austérité conduit à ce que l'emploi aujourd'hui, plus de 6 millions de personnes sans emploi, et ce n'est pas les emplois aidés qui vont bientôt arriver à terme. Ce ne sont pas les formations qu'on va faire, parce que le camarade sait bien, bien sûr, la statistique, on va avoir une statistique qui va devenir peut-être, et encore, je ne crois pas trop, tellement il y a des destructions d'emplois. Je ne crois pas trop que la statistique de Pôle emploi s'améliore même avec les formations. Évidemment, dans la catégorie E, je crois que c'est la catégorie E, les formations de catégorie D, on va baisser un peu la coût du chômage, mais c'est une baisse en trompe-l'œil. Véritablement, les emplois ne sont pas créés. Il y a un impact sur les seniors, vous avez vu. Alors ça, c'est aussi l'impact des différentes réformes sur la retraite. Nous l'avions dit à l'époque, attention, il va y avoir un impact sur les seniors. Aujourd'hui, on y est. Les jeunes n'ont pas de boulot. Alors, il n'y a pas de boulot pour les jeunes, il n'y a pas de boulot pour les seniors. Où est-ce qu'on va? Donc, il faut qu'on arrête cette politique d'austérité. On n'augmente pas les salaires. Et puis, l'austérité conduit aussi à la précarisation des services publics, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est évident que lorsqu'on aura recodifié le code du travail, le public passera aussi. C'est tout à fait naturel et c'est comme ça que ça se fait. Ça a toujours été comme ça. Donc cette loi de travail, il faut qu'on la combatte et il faut qu'on demande son abrogation. Alors bien sûr, on demande l'abrogation, mais il y a la version de la hiérarchie des normes qu'il faut revoir. Le principe de faveur. Le principe de faveur, nous en avons parlé très tôt, nous, à Force ouvrière, et puis l'inversion de la hiérarchie des normes. On sait qu'aujourd'hui, cette inversion de la hiérarchie des normes va conduire à la précarisation des emplois, Sandrine l'a expliqué tout à l'heure. Donc c'est ça qu'il faut qu'on évite, et c'est pour ça qu'on se battra. Alors maintenant, aujourd'hui on était sur le terrain syndical, on aurait souhaité être sur le terrain syndical, mais on va continuer de se battre sur le terrain juridique, et on va exploiter toutes les failles et toutes les possibilités pour pouvoir faire avancer cette loi. La demande d'audience mardi. Mardi. Parce qu'on a appris en fait la venue du président la veille. Donc, voilà. Donc elle a été faite très tôt. Non, on ne peut absolument pas entendre. Tu peux entendre? Elle aurait pu avoir lieu quand? La demande? Si la réponse avait été positive. Si on avait dit il n'y a pas de problème, vous aviez accepté cette audience. Le jour même, le jour du lever de la République. Aujourd'hui. La rencontre C'est peut avoir lieu Aujourd'hui, aujourd'hui. à quel moment? Parce que j'ai regardé son planning. 15h30. On a changé l'horaire parce qu'à un moment donné, bon, c'est vrai que c'est un petit peu un jeu de chat à la souris, Oui, cette non, histoire. mais c'est pour ça. On avait préconisé 14h, ensuite on s'est reconcerté, on a modifié l'horaire, vous savez que le président allait arriver en début d'après-midi, qu'il allait à l'ONG, et puis qu'il allait on avait remis 15h30. Mais c'est pas du tout. Donc à son arrivée. Oui, c'est pas du tout l'horaire qui a gêné, c'est le principe devant les congrès. Puisqu'on nous a repoussé. D'ailleurs, dans le journal ce matin, la manifestation, enfin le rassemblement est autorisé par la République. Ils vont s'en tirer comme ça, par la pirouette, voilà. Et c'est bien pour ça qu'il fallait absolument qu'on vous convie à cette conférence de presse pour exposer quand même la manipulation et le fait que de toute façon c'était absolument pas satisfaisant de faire quelque chose place de la République, étant donné l'éloignement par rapport aux centres. Et en plus de ça, même si effectivement François Hollande a un timing extrêmement serré, ça on convient bien, mais il ne vient pas tout seul. Il vient avec un certain nombre de conseillers qui auraient été tout à fait en capacité de le recevoir et de lui faire transmettre le message, je pense. Pour ce qui est de l'audience, il faut vraiment le dire, c'était soit le rassemblement, soit l'audience. Donc, nous, l'audience, on a décidé de ne pas aller à l'audience parce que le chantage, On représente pas des tellement collectifs l'adepte du chantage. de personnes, des syndicats. Donc à partir de là, c'est pas les têtes, entre guillemets, censées être les têtes des syndicats qui doivent être simplement reçues. On représente évidemment un certain nombre de salariés qui sont justement toujours dans la lutte et qui sont prêts à venir exposer leurs propositions
pourquoi, les motifs pourquoi la loi travail, on ne va pas revenir là-dessus, je crois que ça a été suffisamment bien exposé, donc ne nous convient pas, et qu'on a des solutions en termes de création d'emplois. On n'a pas parlé de la baisse du temps de travail, mais c'est une solution qui doit être expérimentée. Ce n'est pas la seule, évidemment. On n'agite pas la réduction du temps de travail comme une espèce de mantra, on dit simplement que c'est un outil qui a été créateur d'emplois par le passé et qui doit être absolument exploré, compte tenu en plus de ça, des conditions de travail quand même de plus en plus désastreuses au nombre de sociétés, d'entreprises, donc à partir de là, c'est quelque chose qui doit être absolument emprunté. Mais il doit absolument pas l'entendre. Il ne veut pas nous entendre. Sur les propositions concrètes, l'ensemble des propositions des organisations syndicales pour des nouveaux droits pour les salariés dans le cadre du salariat du XXIe siècle ont été données, mais il y a des choses claires. Quand on parle de démocratie, est-ce qu'il y a la démocratie dans l'entreprise? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que les salariés, dans la boîte, par leurs représentants, ont vraiment voix au chapitre dans la stratégie de l'entreprise? Oui ou non? Les IRP, comme on les nomme, les instances représentatives du personnel, comment elles sont faites autour des directions, des questions des directions? Rappelez-vous le fameux référendum qui est dans la loi. Quand est-ce que les propositions des représentants du personnel sont entendues et surtout peuvent être décidées, et quand est-ce que les salariés peuvent décider de ce qui peut se passer dans leur entreprise? Par quelque chose, un exemple simple, par exemple l'utilisation du CICE, pour ne donner que cet exemple. Dans mon entreprise, on a reçu 2 millions de CICE. Voilà, eh bien nous on exige, c'est un exemple, la CGT propose que cet argent, l'utilisation de cet argent, doit être décidée aussi par les salariés. Malheureusement, comment ça se passe? Ils ont l'information, l'argent est déjà parti. C'est ça la démocratie dans une entreprise? Les salariés, est-ce qu'ils ont voix au chapitre dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, dans laquelle ils créent les richesses? Ne serait-ce que parce que c'est de l'argent public. 2 millions d'argent, quand est-ce que les salariés décident de l'utilisation de cet argent? En termes d'investissement, en termes de création d'emplois et en termes d'augmentation de salaire. Quand est-ce qu'ils le décident? Jamais. Jamais. Et bien ça, c'est une des propositions, une, mais parmi tant d'autres, que dans l'entreprise, la démocratie ne doit pas s'arrêter aux portes de l'entreprise et que les salariés doivent avoir voix au chapitre dans les décisions d'entreprise. Quand il y a un plan de licenciement, le comité d'entreprise doit avoir un rôle stratégique, ne serait-ce que sur un droit de suspension des licenciements, afin d'avoir le temps d'étudier des alternatives pour pouvoir faire d'autres propositions pour maintenir le site ou réorienter le site sur d'autres productions. Et bien ça, c'est plus possible. C'est ça la démocratie. Alors forcément, voilà, ça c'est des propositions concrètes. Quelques exemples. Pourquoi les salariés n'auraient-ils pas voix au chapitre? N'auraient-ils pas, par l'intermédiaire de leurs représentants, des organisations syndicales, n'auraient-ils pas voix au chapitre, au même titre que les directions et que les actionnaires, sur ce qui doit se passer dans l'entreprise? Pourquoi? Pourquoi une question des organisations syndicales ne s'imposerait-elle pas aux questions des directions? Pourquoi? Ça, c'est de la démocratie. Pourquoi c'est le MEDEF qui donne le thème? Voilà. Et ça aurait évité, probablement, beaucoup de fermetures d'entreprises. L'exemple qui est l'exemple des TRW, ils avaient des propositions alternatives. Ils avaient des propositions alternatives pour transformer le site. Ils n'ont pas été écoutés. Si les salariés, depuis longtemps, parce qu'au moment où le plan est arrivé de fermeture de site, les actionnaires américains l'avaient décidé depuis longtemps. Mais si ils avaient écouté, si les salariés avaient voix au chapitre sur l'investissement, ils avaient des propositions d'investissement, de recherche de nouveaux marchés, s'ils avaient voix au chapitre, s'ils avaient été en matière, en position de pouvoir décider également, le site il serait encore là. Pour preuve, c'est Fralib, rappelez-vous l'été, les fameux Fralib qui ont lutté pendant 1336 jours contre Unilever. On les a traités de voyous, on les a traités de casseurs.
c'est à côté de Saint-Gémenos, c'est à côté de Marseille. Parce qu'ils voulaient maintenir le site, parce qu'ils savaient que leur site était viable, avec des nouveaux investissements, avec du travail sur du thé et des infusions naturelles sur des circuits courts, en faisant travailler les producteurs locaux. Ça, Unilever ne voulait pas le savoir parce que ça ne crée pas assez de bénéfices. 1336 jours de lutte, d'occupation de l'usine, de propositions alternatives. Ils ont gagné, ils ont eu leur scope. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte voilà jusqu'où il faut aller pour que les salariés puissent être entendus. Ils ont leur boîte, elle tourne. Et leur thé, leurs infusions arrivent même dans certains magasins. Mais quand les salariés, on voit au chapitre sur la stratégie d'entreprise, eux, leur site, ils veulent le faire tourner, ils connaissent leur outil de travail. Ils connaissent, les commerciaux connaissent leur marché. Eux, ils savent comment il faut faire tourner la boîte. Les actionnaires, ils s'en foutent, ils veulent 12, 13, 14, 15, 16, 17% de taux de marge. Voilà la différence. C'est pour ça que nous, dans les revendications, les salariés doivent aussi avoir les moyens de faire infléchir les décisions des entreprises. Que ce soit dans les petites entreprises, ou que ce soit dans les grandes entreprises. Et ça, l'État, il peut le décider. Et souvent, dans ces cas-là, les salariés sauvent leur site. Et bien en amont, ils savent quel investissement il faut faire. Et ça, bien évidemment, cherchez-moi ce chapitre-là dans la loi travail, cherchez-moi ce chapitre-là dans la loi Rebsamen, ou cherchez-moi ce chapitre-là dans la loi Macron. Moi, j'ai beau le lire et les relire, je n'y trouve rien. Ce n'est que la seule manière où, soi-disant, on consulte les salariés, c'est qu'on organise un référendum. Le pistolet sur la tempe, comme ça s'est passé à Smart. Si vous ne travaillez pas 39 heures payées 37, de toute façon, on n'aura pas la production de la nouvelle voiture et donc on fermera. Voilà comment on envisage la démocratie dans On a eu une application Le référendum à la loi, c'est à la demande d'une organisation syndicale, même minoritaire. Même minoritaire. Enfin, voilà. C'est ça là. Et ça, c'est des vraies questions. Ça, ce sont des vraies questions. Et l'application de la loi Macron qu'on a eue à Dijon, c'est quand même la zone de tourisme international. Parce que sous couvert de créer des activités, on a introduit, alors encore une nouvelle fois, parce que c'est le laïus, c'est le dénominateur commun de toutes ces mesures, c'est le dumping, mais à l'intérieur même de la ville de Dijon, entre les commerces qui vont ouvrir les dimanches, qui auront la possibilité d'ouvrir tous les dimanches jusqu'à minuit tous les soirs, c'est à côté des autres qui, eux, n'ont pas cette possibilité, mais qui, de fait, on génère une revendication patronale au travers de ça, mais c'est surtout les conséquences pour les salariés en termes de conditions de travail, en termes de destruction du cercle social et familial, en termes de revenus, parce que tout ça va se faire à bas coût, et un jour on aura le dimanche qui sera un jour de travail comme les autres. Voilà, ce n'est que ça. C'est simplement les faits qui nous indiquent qu'on est dans une vague de régression sociale qui ne sont absolument pas porteuses de création d'emplois ou quoi que ce soit. Je veux même dire que lorsque le CICE a été créé, des entreprises ont promis de l'emploi. 1 million. Ils ont dit à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez du pitch de M. Gattaz, 1 million d'emplois. Là, il n'y a pas très longtemps, il a dit 2 millions, ça augmente. Je rappelle que M. Gattaz, dans la famille, c'est une tradition de promettre des emplois moyennant des baisses de cotisation. D'ailleurs, c'est une des vieilles revendications du patronat, les baisses de cotisation pour pouvoir créer de l'emploi et augmenter les salaires. C'était quand même des engagements de toutes ces siècles qu'on voit aujourd'hui. Je rappellerai aussi les combats qui ont été menés, et ça me revient à l'esprit, le combat d'Alain Idriss, par exemple, sur Dijon, qui était un combat de longue haleine. Vous savez tous et toutes ce combat que mes camarades ont mené pendant de longues semaines d'occupation. Et à l'époque, effectivement, tu as raison, Sandrine, les salariés avaient des propositions, ils avaient même des propositions techniques qu'ils avaient mis au point, ils avaient le temps, les pauvres, pendant qu'ils étaient en occupation de l'usine, de cogiter et de réfléchir. Ils avaient même conçu des modifications des rayons, etc. C'est vrai qu'on peut poser quand même pas mal de questions sur cette loi, et c'est aussi ça qui nous fait bouger. Ça pourrait être le cas, par exemple, à Petit Prestige, on pourrait éventuellement reprendre l'outil de production.
Donc la partie Prestige, le groupe qui a racheté partie Prestige a carrément aspiré toute la production, et a transféré la production d'un site à l'autre, ce qui a fait que le site de Dijon, enfin la Dijon du CNC, s'est retrouvé sans activité. Et bah oui, quand il n'y a pas d'activité, l'entreprise ça ne fonctionne pas. Récupérant brevet, qualité de main-d'œuvre. Avec CICE, malgré tout. Fabrication artificielle de la baisse de chiffre d'affaires, parce que de fait, on a Et par exemple, eux, ils ont touché combien de CICE? Ne leur-est-il pas le rembourser? Est-ce que c'est des questions idiotes? C'est notre argent. Est-ce que c'est des questions idiotes? C'est notre argent. Ils touchent du CICE, entre autres, tout le reste. Hein. Et cet argent, la boîte ferme, doit rembourser. Non, avouez, c'est des questions. Je veux dire, on n'est pas dans la stratosphère, la CGT ni les organisations syndicales, mais c'est pas normal. Alors que de l'autre côté, on ferme, enfin, de l'autre côté, les urgences de Montbard ferment. Cet argent n'aurait-il pas été plus utile pour justement investir dans les urgences de Montbard? Peut-être, parce que le CICE est notre argent. Peut-être. C'est idiot ça comme réflexion. Simplement quand on veut mettre ça sur la table, eh bien vous voyez ce qui se passe. Soit au niveau et national, dans les différentes rencontres, ou localement, il n'y a pas d'espace où on peut être entendu et faire des propositions qui, vous en conviendrez, ne sortent pas. Enfin, on n'est pas sur la stratosphère quand même. Hein. Alors là, là, je vous dis, là où je m'inquiète, c'est comme l'a dit Édouard. Le MEDEF tape du poing sur la table, 1 million d'emplois, il se récupère le pacte de responsabilité et le CICE. 40 et quelques milliards. Et là, il annonce 2 milliards. J'ose même pas imaginer combien le gouvernement va mettre sur la table. Imaginez. Hein. 2 millions. Qu'est-ce que j'ai dit 2 milliards. 2 millions d'emplois. Il est capable de faire. Non mais. Ce qu'il y a, c'est que les propositions pour les organisations syndicales, on les aurait faites au niveau local, elles auraient été concrètes et on aurait exigé d'avoir des réponses. Mais vous voyez bien que là, c'est impossible. Et pour autant, je pense qu'on en convient, les propositions qu'on a à faire, elles sont plus que, je dirais, logiques. Si ce n'est qu'on poursuive le même objectif. Et là, peut-être s'arrêtent les appréciations entre les organisations syndicales et le gouvernement ici présent. C'est-à-dire que de l'emploi, réindustrialisation, un État stratège, je vous passe Belfort, puisqu'on était avec les copains de Belfort, la gabegie. Alors ça va sauver les copains pendant 4 ans, mais après la vente de la filière énergie d'Alstom, on voit bien qu'on a un État qui n'est plus stratège et qui ne sait plus en termes industriels comment il doit composer, investir et vers où il doit travailler. Sans industrie, un État meurt. Que nous reste-t-il comme industrie? Un État meurt sans industrie. L'industrie, c'est ce qui permet le travail, la recherche, le PIB. C'est ce qui permet de faire travailler beaucoup d'entreprises à côté, les sous-traitants. L'industrie est essentielle pour le développement d'un État. Depuis 30 ans, l'État a abandonné, je veux dire, la vision d'un État stratège, comment on développe l'industrie, la recherche sur des pôles qu'il aurait pu définir, pôle énergétique, pôle automobile, comment il prend en main le développement de l'industrie en France. Il n'y a pas d'État sans industrie. Il n'y a pas d'économie sans industrie. Il n'y a pas de développement sans industrie. Et regardez simplement sur ce qui se passe sur la Côte d'Or. La dernière entreprise de l'automobile, ça ne sera plus que JPET. Il ne restera plus qu'une. Imaginez. Voilà ce qui nous reste comme industrie en Côte d'Or. Comment peut-on penser un développement économique en automobile? C'est tout ce qu'il y a, ça. En automobile, je parle d'automobile. C'est tout ce qu'il y a. Et je vous invite à regarder les chiffres de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont en chute libre depuis 15 ans. Donc, voilà.
c'est des questions de fond, mais voilà. On nous a dit que le tourisme allait sauver, on va dire, quelque part, le chiffre d'affaires, sauf que le tourisme lui aussi. Donc voilà, Mauvaise posture. voilà, enfin, pardon. Je vais vous dire quelque chose d'autre pour compléter ce que disait Sandrine. Aujourd'hui, dans la bouche des patrons, on entend que coût du travail et globalisation de l'économie. On ne pourra pas, moi je vous le dis, ici, on ne pourra pas travailler au taux des Chinois. Ce n'est pas possible. Nous avons, nous sommes des pays modernes, nous avons des cotisations, il y a de la redistribution sociale, et d'ailleurs c'est ce qui manque un peu dans notre négociation au niveau du pays actuellement de l'Europe, c'est la négociation sociale. On ne parle que de globalisation de l'économie et du coût du travail. Il est certain, sur certaines branches, on ne pourra jamais égaler les prix et les coûts des pays émergents ou des pays pauvres. Il y a aussi au niveau du dialogue social qui va se mettre en place si la loi continue de se mettre en place, le dialogue social dans les entreprises. Écoutez, on l'a dit dans notre tract, c'est écrit dans notre tract, partout en Europe où le dialogue social a été déplacé dans les entreprises, le dialogue social s'est appauvri et les conventions de branche sont asséchées. Regardez l'exemple allemand qu'on nous met toujours en avant. Les Allemands aujourd'hui veulent revenir sur les accords Schröder qui ont fait des accords, qui ont fait des négociations d'entreprise et qui aujourd'hui voudraient bien revenir à des accords de branche. Les couvertures des entreprises, des branches en France, c'est quasiment 100%. Aujourd'hui en Allemagne, c'est moins de 60%. Dans les pays comme l'Espagne et le Portugal, c'est descendu à 40%. Il n'y a plus personne qui est couvert par les accords de branche. Il n'y a plus de dialogue social d'entreprise, il ne faut pas raconter l'histoire. Plus personne ne négocie avec le patronat au Portugal et en Espagne. Moi, je suis d'origine portugaise, je peux vous l'assurer, il n'y a plus de dialogue dans les entreprises. Le peu qu'il y avait avant, il a été détruit parce qu'on est revenu au dialogue social dans les entreprises. Voilà. Mais je crois que c'est important, la couverture des salariés par les conventions collectives. On est le pays où les salariés, par le processus d'extension des conventions collectives, des accords de branche. Donc on est le pays où les salariés sont plus couverts par les conventions de branche. Au monde. Et ça, je crois que les salariés ne s'en rendent pas compte. Dès lors, on n'est plus couvert par un accord de branche, on est livré à l'accord d'entreprise et à la négociation entre guillemets, directeur d'entreprise, entreprise, salarié. On ne peut plus opposer, et la loi El Khomri ne permet plus d'opposer maintenant l'accord de branche à la direction d'entreprise. Imaginez. C'est l'adaptation au marché. Hein. Et Imaginez. les petites entreprises, les TPE, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont opposés aussi à la loi travail. Parce que ça va être une destruction. Je ne sais pas, on a des élections TPE bientôt, mais 4 500 000 personnes qui vont voter. Vous vous rendez compte, 4 500 000 personnes, les TPE et les petites moyennes entreprises, il y a plus de 4 millions de personnes, ces gens-là risquent de perdre leurs emplois parce qu'il va y avoir de dumping social. Un exemple précis, on peut se mettre sur un même marché du travail, sur en gros un même secteur d'activité. Vous avez deux entreprises sous-traitantes, parce que c'est surtout là que ça va, chez les sous-traitants que ça va taper dur. Deux entreprises sous-traitantes, un donneur d'ordre, parce que souvent les sous-traitants ont le même donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, il dit voilà, moi je veux tant de pièces à tel coût. Bref. Deux négociations d'entreprise, on est dans la loi El Khomri. Donc les négociations vont s'engager chez les sous-traitants. Il y a une entreprise, les patrons ne sont pas tous des mangeurs de salariés, lui il reconnaît le travail de ses salariés, leurs compétences, et il se dit voilà, mieux ils travaillent, mieux ils sont rémunérés, voilà, mieux ils sont au travail, ils produisent mieux. Donc en gros, il va négocier peut-être des heures supplémentaires, mais mieux rémunérées, pour prendre simplement cet exemple-là. Et puis lui, il n'a pas envie de les faire travailler 39 heures, il y aura des heures supplémentaires, et qu'il estime être à rémunérer 25 ou 50%, mettons. Et il organise bien le travail. Et vous aurez à côté l'autre entreprise qui va sortir ses produits moins chers, ou plus vite, parce que flexibilisation du travail, heures supplémentaires payées à 10%, accord offensif où, chers salariés, si vous voulez garder votre boulot, ça sera 39 heures payées 35. À votre avis, le donneur d'ordre, il va choisir quelle entreprise? Il va choisir quelle entreprise? C'est ça le dumping concrètement. Et c'est ça. Alors déjà, ça existe. Ça existe déjà. Mais ça va être pire. Parce que derrière, c'est les salariés qui vont morfler. C'est eux qui vont subir.
Imaginez les négociations dans les entreprises, la tension qui va se passer. Parce qu'on va leur dire, si vous voulez le marché du donneur d'ordre, si vous voulez qu'on ait le marché des pièces, il va falloir que vous reniez sur vos congés, sur vos RTT, vous puissiez travailler le samedi matin et que vous travaillez plus sans être payé plus, sinon on n'aura pas le marché. C'est ça les négociations. Et l'entreprise d'à côté qui, lui, peut-être est une entreprise qui se dit mieux les salariés sont dans ma boîte, mieux ils produisent, et plus je produis des produits de bonne qualité, et lui, il n'aura pas le marché. Parce que les donneurs d'ordre, ce qu'il en faut, c'est du chiffre. Voilà le dumping concrètement, et ça va se passer dans tous les territoires, dans tous les secteurs professionnels. Il y a un autre aspect qui va dans le sens de ce que dit Sandrine. Rappelez-vous le CICE, on en a parlé tout à l'heure. Ça va être la double peine de plus. Déjà aujourd'hui, les acheteurs des grands groupes aujourd'hui demandent une remise du CICE dans les entreprises. C'est-à-dire, j'explique, quand on va traiter, comme dit Sandrine, le prix d'une pièce, l'acheteur sait combien d'entreprises aura touché le CICE et exigera une remise sur le prix déjà C'est déjà fait. C'est déjà fait, ça existait déjà ça. Alors j'appelle ça la double peine parce que le CICE, vous avez compris, c'est l'investissement, c'est l'emploi d'entreprise. Donc ils auront moins de salaire et en plus leur entreprise va mourir parce qu'il n'y aura pas eu d'investissement nécessaire pour se renouveler et pour continuer de travailler. Cette histoire de droit de travail vient en complément de bien d'autres choses, si vous voulez. C'est l'aboutissement d'une politique qui est menée depuis maintenant, comme dit Sandrine, de désindustrialisation, mais aussi on se met une balle dans le pied. Parce que toute notre industrie demain va disparaître vraiment, parce qu'on n'aura pas eu les investissements, parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait, et aujourd'hui le travail, en plus, c'est la dernière couche qui vient compléter toutes les mesures qui ont été prises auparavant. C'est dramatique ce qu'on arrive en France Il y a aujourd'hui. quelque chose en tout cas qu'on note, c'est que sous Sarkozy on pouvait encore exprimer quelques voix dissidentes. Il se trouve que sous François Hollande c'est plus possible. C'est quand même extrêmement grave. C'est voilà quoi. Je pense que vous avez suffisamment compris notre argumentaire. Je pense que c'est quand même ça qu'il faut retenir aussi, c'est que là on n'a même pas la possibilité de s'exprimer. Franchement, je ne sais pas quel bilan on pourra tirer de ce quinquennat. Pour nous, il est ouvertement catastrophique, mais au moins qu'on ait la possibilité de le dire. Et ça, là-dessus, on ne nous donne même pas. C'est extrêmement grave de la part d'un président qui ose encore se réclamer de bouche. Bon, la prochaine manifestation, on va peut-être la faire à la Combat la Serpent, donc vous Voilà. pourrez venir, ça sera Léon Frapique. À la Combat la Serpent. Je suis persuadée qu'il sera autorisé, celui-là de. Enfin, cette manifestation sera autorisée, Ah oui, ça ça c'est. va, J'en suis les persuadée. Les chefs. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est important pour nous et on est heureux que vous ayez répondu présent aujourd'hui dans les délais très contraints pour vous.